monde entier célèbre ce dimanche 3 mai la liberté de la presse sous le thème « Laisser le journalisme prospérer vers une meilleure couverture de l'information, l'égalité des sexes et la sécurité à l'aide du numérique ». À l'instar des autres pays, les journalistes du Côte d'Ivoire célèbrent ce 3 mai donc la journée mondiale de la liberté de la presse. Les syndicats du secteur de l'éducation lèvent leur mot d'ordre de grève, une décision prise après la déclaration du président de la République, Alassane Ouattara, de débloquer les salaires des fonctionnaires et de reverser les ponctions de 2013 et 2015. L'armée nigériane a décidé de mettre tout en œuvre pour libérer les otages du groupe terroriste Boko Haram. 234 femmes et enfants ont été libérés jeudi dans la forêt de Sambisa. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder chez RTI 1. Nous émettons à partir d'Abidjan. Le magazine de ce dimanche a pour invité le professeur Laurence Adonis Kofi, chef de service de pédiatrie médicale et directrice de l'unité de néphrologie pédiatrique du CHU de Yopougon. Avec elle, nous allons parler de l'insuffisance rénale chez l'enfant. Merci professeur d'avoir accepté notre invitation et à tout à l'heure pour notre moment d'échange. Premier grand titre de cette édition, le monde entier célèbre ce dimanche 3 mai la liberté de la presse sous le thème « Laisser le journalisme prospérer vers une meilleure couverture de l'information, l'égalité des sexes et la sécurité à l'ère du numérique ». À l'instar des autres pays, les journalistes de Côte d'Ivoire célèbrent ce 3 mai donc la journée mondiale de la liberté de la presse. Pour cette édition, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, a organisé plusieurs activités dont un cross populaire à l'intention des hommes de médias et de la société civile. L'insertion socio-professionnelle des jeunes est une préoccupation pour le gouvernement ivoirien. L'un des outils pour mieux lutter contre le chômage des jeunes dans le PGDEC, le projet Emploi Jeunes et Développement des compétences. Depuis sa création en 2011, il a permis à 27 500 jeunes de trouver du travail. Guillaume Zéré connaît par Gassoro. C'est difficile parce que quand on fait un enfant, on veut voir de lui de bonnes choses. C'est-à-dire qu'il travaille et puis il vous soutient, mais il ne travaille pas. Le chômage, une situation intenable. En Côte d'Ivoire, 35% de la population est jeune selon le dernier recensement de la population et de l'habitat. Cette jeunesse est confrontée à la dure réalité du terrain de l'emploi. Ceux-ci, comme 27 500 autres, sont visiblement heureux. Ils ont bénéficié du projet PGDEC, le projet Emploi Jeunes et Développement des compétences, projet initié par le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, Moussa Dosso. Je remercie le PGDEC parce qu'à partir du PGDEC, ma situation a changé. Et ce que je n'arrivais pas à le faire, à subvenir à mes besoins, aujourd'hui j'arrive à le faire. Ici, je faisais la couture. Il est fini, il est sorti maintenant, mais il a besoin d'un atelier de couture. Avec le travail là, ça peut m'aider à avoir un atelier, donc ça me plaît. Le PGDEC, créé en 2011 pour apporter une solution à la question du chômage, est financé à hauteur de 25 milliards de francs CFA par la Banque mondiale. Son action constatée par l'UCP, l'unité de coordination du projet, conduite par Adama Bamba et les agences de mise en œuvre du secteur public et privé, a permis aux jeunes de faire des stages, d'apprendre un métier, de suivre une formation professionnelle adaptée. Les syndicats du secteur de l'éducation lèvent leur mot d'ordre de grève. Une décision prise après la déclaration du président de la République, Alassane Ouattara, de débloquer les salaires des fonctionnaires, de reverser les ponctions de 2013 et de 2015. Ce collectif syndical, dans une déclaration, invite ses membres à la reprise des cours demain, lundi 4 mai. Doigt de laser. Ce lundi 4 mai, les élèves et enseignants des lycées et collèges vont regagner les classes. Le collectif des syndicats des emplois et associations du secteur éducation-formation, en grève depuis le 5 février dernier, met fin ce samedi 2 mai à son mot d'ordre de grève. Ce collectif syndical revendiquait, entre autres, le paiement des arriérés dus aux effets financiers du reclassement et de la bonification indiciaire, le déblocage des salaires à la fin du mois de mars 2015. Un arrêt de travail et la retenue des notes avaient été observés
observée du 2 au 4 mars 2015. Ce vendredi 1er mai, le président de la République Alassane Ouattara a donné une suite favorable à leur requête en autorisant le déblocage des salaires des fonctionnaires et le reversement des ponctions de 2013 et 2015. Des mesures salutaires selon le syndicat qui appellent à la reprise des activités le lundi 4 mai. Le collectif, pour montrer sa bonne foi, bien que n'ayant pas été entièrement satisfait, décide 1. De suspendre son mot d'ordre d'arrêt de travail prévu initialement du lundi 4 au vendredi 8 mai 2015, de lever toutes les mesures conservatoires en vigueur. Camarades, le collectif t'appelle donc à reprendre toutes les activités professionnelles à compter du lundi 4 mai 2015 à 7h30. Le BEN de la coordination voudrait donc remercier très sincèrement le chef de l'État, son Excellence, M. Alassane Draman Ouattara, pour son implication personnelle à la résolution de la crise qui frappe l'école ivoirienne. Le BEN de la coordination, fidèle à sa méthode de préservation des acquis, invite tous les militants et sympathisants à la reprise effective des cours à partir du lundi 4 mai. Merci au président de la République pour l'annonce du déblocage des avancements prévus cette fin de mois de mai 2015. Camarades, le Bureau national de la Fédération des instituteurs pour la revalorisation de l'école en Côte d'Ivoire, en acronyme FIRECI, vous demande de reprendre dès lundi le chemin de l'école afin de pouvoir terminer cette année scolaire 2014-2015. Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, vous venez de poser un geste hautement humanitaire qui restera gravé dans la mémoire collective des Ivoiriens. Bonne nouvelle pour les élèves qui vont donc reprendre le chemin de l'école après plus d'un mois de perturbation des cours. 41 enseignants-chercheurs de l'université Félix Houphouët-Boigny ont obtenu leur agrégation en médecine au 17e concours CAMES en 2014. Ces enseignants ont été honorés par la communauté universitaire. Moussa Konaté. Ils font désormais partie du bois sacré des enseignants de rang A. Ces professeurs d'université ont obtenu leur agrégation en novembre 2014 au 17e concours CAMES de médecine humaine, pharmacie, odontostomatologie, médecine vétérinaire et production animale. Ils reçoivent la reconnaissance de la communauté universitaire. Mes chers collègues, vous venez de passer avec succès le parcours initiatique du savoir-faire, du savoir-être et du savoir-agir. Par votre engagement personnel, vous contribuez par votre succès à faire de notre université, inscrite dans la tradition de l'excellence et du mérite, une institution de référence dans la sous-région et dans le monde. Ce succès est certes le fruit d'un travail personnel, mais surtout celui d'un apprentissage dont tous ici présents êtes les acteurs majeurs et essentiels. Ce concours est supervisé par un jury international. Il a pour objectif de former des enseignants-chercheurs de très haut niveau. C'est un concours qui permet d'apprécier à la fois la capacité pédagogique des enseignants et des chercheurs, leur capacité en matière de recherche et leur professionnalisme. C'est un concours d'excellence. Sur 51 candidats déclarés à ce concours, l'université Félix Houphouët-Boigny a enregistré 41 lauréats. Ces hommes et femmes deviennent ainsi des maîtres de conférences agrégés. Hier samedi, aux environs de 8 heures, un mur situé juste à côté de la clôture de l'hôpital général d'Abobo Sud s'est effondré. Bilan, 6 blessés, dont 3 grièvement et des dégâts matériels importants. Attention, les images pourraient choquer. Le reportage est de Koné par Gassoro. Magbek Arabouali souffre d'un traumatisme crânien. Nogadion Dosso, enceinte, souffre également d'un traumatisme crânien et a même perdu connaissance. Aïcha Bamba, quant à elle, a le pied gauche fracturé. Ces 3 commerçantes de la commune d'Abobo blessées, sur les 6 enregistrés, sont les cas graves. L'origine de leurs blessures, c'est un mur qui s'est effondré non loin de la clôture de l'hôpital général d'Abobo Sud. Un mur construit par les commerçants eux-mêmes. C'est un mur d'hôpital, c'est ça qui est tombé sur nous. Et ma poisson frère. Je suis en train de placer poisson au service des clients. Je ne sais pas quel mille là ça vient, c'est tombé sur moi.
dos là. Il y a un côté qui fait trop mal. Mon pied aussi. Voilà ça. D'habitude, c'est pas là-bas, il m'assoit. C'est juste que tu m'assois là-bas. Maman, ils vont juste au bord du bidon. Hospitalisés à l'hôpital général d'Abobo Sud, les 3 blessés doivent être évacués urgemment dans l'un des CHU du district d'Abidjan. Il y a une femme enceinte qui ne réagissait pas. Et là, elle a commencé à réagir. Bon, on les a pris automatiquement en charge. Il y en a 3 qu'on va évacuer et puis on va voir ce qui va se passer. Déguerpis il y a de cela 2 semaines par le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Ces commerçants et vendeurs ambulants sont revenus et ont repris leurs activités le long de la clôture de l'hôpital. La clôture n'est pas solide. Il faut qu'ils fassent attention. Que les marchands et les commerçants et les vendeuses ambulantes arrêtent de s'installer le long de la clôture. Ici, là, ce n'est pas un lieu, vu les dangers. C'est pour ça que nous, on leur a dit de ne même pas s'approcher du mur. En attendant qu'on leur trouve une situation au niveau de la mairie, de dégager carrément. Mais malheureusement, cette fois-ci, bon, ça c'est les ambulants. Hein. Quand tu n'es pas là, bon, ils sont avec les assiettes, dans les trucs, ils viennent s'asseoir. En vue d'éviter d'autres drames, responsable de l'hôpital général d'Abobo Sud et président d'association de commerçants exhorte une fois de plus commerçants et vendeurs ambulants à s'éloigner de la clôture de l'hôpital. Tout à fait autre chose à présent, en prélude à la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la région de l'Agnébi-Tiassa prévue demain lundi. La première dame, Mme Dominique Ouattara, a fait hier samedi d'importants dons aux populations d'une valeur de 250 millions de francs CFA. Ces dons ont été remis par la directrice de cabinet de la première dame, Mme Sylvie Yao Patricia. Thomas Guessambi. La cour de la préfecture d'Aboville était bien petite pour accueillir à la fois les présents de Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, et les populations bénéficiaires. Action sociale de l'épouse du chef de l'État pour accompagner le président de la République dans ses visites d'État, c'est à Yao Patricia Sylvie, directrice de cabinet de la première dame, que l'honneur est revenu de remettre ses dons pour divers domaines avec des mots choisis aux populations de l'Agnébi-Tiassa. Le volet développement économique s'accompagne harmonieusement d'un développement social de la personne humaine. Ce développement est au cœur de la politique du président de la République. Il y a aussi le social. Et c'est pourquoi le président accompagne si bien son épouse, Mme Dominique Ouattara, que vous connaissez depuis de longues années pour ses œuvres humanitaires. Le reste, c'est de l'abondance du cœur que les bouches ont parlé. La sous-préfecture de Guessigui, qui a un centre de santé urbain, était jusque-là dépourvue d'ambulances. Et ce don vient largement soulager les populations de Guessigui qui sont aujourd'hui reconnaissantes à la première dame. Aujourd'hui, la pauvreté atteint un degré tel que même pour acheter une machette, ce n'est pas évident. Donc je pense que dans un premier temps, en attendant de moderniser l'agriculture, ces dons sont arrivés à point nommé. On voudrait vraiment lui dire merci pour cet acte de générosité qui concourt donc à la cohésion et à l'amélioration de la vie sociale de nos populations. La première dame n'a pas oublié ses frères et sœurs handicapés. Nous avons reçu des tricycles manuels, des cannes anglaises, des béquilles. Vraiment, je suis très heureuse. C'est vraiment une femme au grand cœur. Il y a juste quelques jours, elle nous a comblés à Tiassalé en donnant vraiment de nombreux matériels didactiques et en pensant également aux tout petits. Elle vient aujourd'hui encore de nous donner 15 ordinateurs et de nombreux autres cadeaux. En moins d'1 an, c'est la deuxième fois que Dominique Ouattara vient à la rencontre d'Aboville avec les mains chargées. Cette fois avec des lots d'une valeur de 250 millions de francs CFA et un fonds d'appui aux femmes de la localité à hauteur de 150 millions de francs CFA. Par rapport justement à cette visite du chef de l'État Alassane Ouattara dans l'Agnébi-Tiassa, demain lundi, le président du conseil régional Martin Nando Mbolo a animé une conférence de presse. Objectif, mobiliser ses parents pour réserver un accueil chaleureux au président de la République, Hamza Diaby.
Réussir le pari d'une mobilisation historique, telle est la volonté affichée par Martin Ndombolo, le président du conseil régional de l'Agnébitiassa. Au cours d'une conférence de presse animée au siège de l'instance, Martin Mbolo a remercié les populations pour l'accueil réservé au président Alassane Ouattara lors de sa visite le 16 avril dernier dans les départements de Sikensi, Tiassalé et Tahabo. Nous avons reçu le chef de l'État dans une ferveur totale. Je voudrais donc profiter de cette occasion pour dire merci. Merci à toute la population de ces 3 départements de la région de l'Agnébitiassa pour leur mobilisation. Pour cette autre visite du président Alassane Ouattara dans le chef-lieu de région à Agboville le 4 mai prochain, un seul mot d'ordre, la mobilisation. Chers frères et sœurs, chers parents du département d'Agboville, mobilisons-nous. L'heure a sonné pour dire au président Alassane Ouattara que nous adhérons pleinement à sa politique de développement et que nous adhérons pleinement à sa vision de cohésion sociale et que nous sommes avec lui. Pour Martin Ndombolo, les besoins d'Agboville sont nombreux. Pour cela, le chef-lieu de région sera mobilisé pour réserver un accueil triomphal au chef de l'État. Le conseil régional du Ourodougou a procédé récemment à la remise officielle de plusieurs infrastructures socio-éducatives et de développement réalisées en faveur des populations. Au nombre des bénéficiaires, le village de Bena, situé dans la commune de Séguéla, qui a été relié au réseau électrique national. Thérèse Tapeyoboué. Ferveur populaire à Bena, village de 600 âmes, situé dans la commune de Séguéla, dans le Ourodougou. Ce village dispose désormais de la lumière. Les premières lumières des lampadaires ont été accueillies dans la joie par les populations. Compte tenu de la situation géographique de mon village, avoir la lumière aujourd'hui, ce serait une bonne chose. Tout le monde peut dormir paisiblement. Avant, on utilisait la lampe là, dans la maison. On était dans le noir. Mais maintenant, là, vous allez nous donner au courant, on est content. C'est le préfet des régions et le président du conseil régional du Ourodougou qui ont procédé à la mise sous tension du réseau électrique du village. Je suis heureux d'avoir pu contribuer à ma modeste façon, n'est-ce pas, à la joie de ces populations qui vont goûter à partir d'aujourd'hui à la joie d'avoir de la lumière à toute heure et de bénéficier, n'est-ce pas, des bienfaits de l'électricité. La lumière, vous savez, c'est le rayonnement, c'est la sortie de l'obscurité, le départ de toute activité économique qui fait qu'il y a de la vie dans nos villages. La veille, le président du conseil régional avait offert 3 bâtiments de 3 classes chacun. Un bâtiment à l'école primaire publique camp militaire, un autre à l'école primaire publique stade de Séguéla et le dernier à l'école primaire publique de Komatou, dans le département de Kani. Ces différentes réalisations du conseil régional viennent soulager la famille de l'éducation dont les besoins sont immenses. Revenons à la fête du travail célébrée chaque 1er mai de chaque année. Nous allons nous rendre au nord de la Côte d'Ivoire où les travailleurs de Korogo et d'Odiéné ont fait le bilan de l'année écoulée. Thérèse Tapeyoboué. À Odiéné, le préfet de région et le représentant du maire, Nassine Matouré, ont invité les travailleurs à la patience dans leurs revendications salariales. Car selon eux, la Côte d'Ivoire sort d'une longue crise qui a durement ébranlé le fonctionnement de l'État. Et pourtant, les preuves sont là que le président Alassane Ouattara et son gouvernement travaillent pour faire avancer le pays et améliorer les conditions de vie des travailleurs. Le directeur régional du travail, Pakom Djedje, a lui invité les travailleurs au respect de leurs devoirs pour éviter les cas de licenciement, car le travail, c'est la vie, c'est la richesse. Le porte-parole des travailleurs a souhaité que les gouvernants se penchent sur la stabilisation des coûts de loyer qui grimpent et le paiement d'un 13e mois aux fonctionnaires. Dépôt de gerbes de fleurs par le préfet de la région du Poro au monument aux morts, défilés sur l'artère principale, ont marqué la fête du travail à Korogo. Au cours de cette cérémonie,
Les différentes centrales syndicales ont reconnu les efforts consentis par l'État de Côte d'Ivoire. Cependant, elles ont tenu à présenter des doléances. Elles souhaitent la révalorisation de l'indemnité de logement, l'octroi de primes trimestrielles aux travailleurs de la santé, l'arrêt des tracasseries routières dans la région du Poro. L'accent a été également mis sur la cherté de la vie, la sécurisation des personnes et des biens. Le préfet de la région du Poro a dit avoir pris bonne note des revendications et a demandé le concours de la population pour aider les forces de l'ordre dans leurs tâches quotidiennes. Du 23 au 27 avril dernier, le livre a été célébré à Conakry, capitale de la Guinée. La Côte d'Ivoire était le pays invité d'honneur. Une délégation de 17 écrivains, éditeurs et libraires sont partis de la Côte d'Ivoire pour la Guinée. Franck Kouadio était du voyage. Voici son reportage. Conakry, la capitale de la Guinée. Des rues quelque peu calmes, trouble populaire oblige, mais qui n'ont en rien entamé l'ardeur des passionnés du livre. La 7e édition des 72 heures du livre de Conakry est lancée. Le thème de cette année, c'est livre Sciences, Climat et Environnement. Vous verrez tout de suite des spécialistes venus un peu partout dans le monde entier pour venir parler avec des spécialistes guinéens pour parler de l'avenir de notre planète, de notre continent. Une 7e édition placée donc sous le signe de la préservation de l'environnement. La Côte d'Ivoire, invité d'honneur, adhère à la cause. La Côte d'Ivoire est présente pour témoigner de la solidarité du peuple de Côte d'Ivoire avec celui de Guinée. Vous savez que ce pays frère a connu une catastrophe sanitaire et avec beaucoup de courage, la Guinée, son gouvernement et la communauté internationale font face à la maladie à virus Ebola. Et donc la présence ivoirienne, c'est pour montrer que la Côte d'Ivoire est avec la Guinée. Je tiens à remercier encore et à féliciter tous les frères qui sont venus d'ailleurs, les écrivains, surtout les Ivoiriens, qui ont accepté d'honorer la Guinée en acceptant d'être le pays invité d'honneur. Ce qui nous rassure de la qualité des relations qui existent entre nous et ce pays et nous fait dire qu'entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, c'est toujours, n'est-ce pas, l'amitié, la fraternité et les liens séculaires, n'est-ce pas, qui nous unissent. Alors, les 72 heures du livre, 3 jours pour explorer les richesses des littératures africaines et même au-delà. Un périple littéraire qui prend fin le samedi. Les lignes lues, mais aussi chantées. Tout un programme. Revenons en Côte d'Ivoire où l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire veut s'engager pleinement aux côtés de la société ivoirienne pour l'éradication de la pauvreté. Au terme de sa 10e conférence annuelle, ses hauts responsables ont rendu publiques les résolutions qui vont guider son action tout au long de l'année 2015. Guillaume Zéré, Vénance Maniamia. Pour cette année 2015 encore, il ne sera pas question pour l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire de se déroger de la foi par les œuvres. Réunis récemment au temple de la Cité des Grâces de Koumassi pour le culte de clôture de sa 10e conférence annuelle ordinaire, ses hauts responsables ont rendu publiques les résolutions qui ont sanctionné 6 jours de travaux. Il va s'agir pour les MUSI de prendre part dans le vaste projet de lutte contre la pauvreté en s'engageant fortement aux côtés des femmes. L'Église, à travers donc l'examen de ce dossier, à travers ces résolutions, a encouragé la femme à prendre des initiatives, a encouragé les églises locales, les districts et les démembrements de la conférence à prendre des initiatives pour aider la femme. Pour ainsi dire, cette année sera fortement consacrée à l'aide aux femmes. Mais à côté, toujours selon les résolutions, l'Église va mener d'autres actions tout aussi importantes. Outre la construction d'une nouvelle université et l'ouverture de nouveaux champs de mission aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur, l'Église entend multiplier ses œuvres sociales. Ce, pour marquer sa présence aux côtés des Ivoiriens et de l'État. Outre les dignitaires de l'Église et les responsables des districts et circuits, ce culte de clôture de la 10e conférence annuelle a enregistré la présence du maire de Koumassi et de nombreux autres invités. L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire est l'émanation de l'ancienne Église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire. Elle regroupe entre 800 000 et 1 million de membres et est dirigée par le bishop Benjamin Boni. La direction régionale de la promotion de la jeunesse, des sports et loisirs de Gagnon a procédé au lancement d'une tournée de sensibilisation et de formation des responsables des centres de formation et de sport. Thérèse Tapé-Yoboué nous en parle. Regardez.
La tournée va se dérouler sur un mois. Elle va permettre aux pensionnaires des centres de formation de sport de développer le réflexe de citoyen modèle. La direction départementale du ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs, en initiant une telle formation, voudrait atteindre des objectifs. Inculquer à nos enfants une culture civique et citoyenne. Développer en eux le bon réflexe et le meilleur comportement. Les responsables du centre de formation de football de Gagnoa ont exprimé leur gratitude à la directrice départementale Fatmata Bamba qui offre cette opportunité aux pensionnaires des centres de formation de football. Georges Kouabira, le sous-préfet central de Gagnoa, a pour sa part exhorté les pensionnaires des centres de formation de football à allier sport et études pour avoir un avenir meilleur. L'éducation complémentaire qui sera donnée aux pensionnaires des centres de sport portera sur le respect des symboles de l'État que sont le drapeau national, l'hymne national, la devise, l'union, discipline, travail, les armoiries de la République, le portrait du président de la République. L'armée nigériane a décidé de mettre tout en œuvre pour libérer les otages du groupe terroriste Boko Haram. 234 femmes et enfants ont été libérés jeudi dans la forêt de Sambisa. Christelle Mina. Après avoir délivré un groupe de 300 captives mardi dernier, l'armée nigériane annonce une nouvelle libération de 234 femmes et enfants effectuée jeudi dans la forêt de Sambisa au nord-est du Nigeria. Tous otages du groupe islamiste Boko Haram et constitués essentiellement de femmes, ils ont été évacués et conduits avec d'autres ex-otages dans un endroit où des identifications sont en cours. Selon un communiqué de l'état-major nigérien, ce sont plus de 500 prisonniers libérés ces derniers jours. L'assaut sur la forêt de Sambisa se poursuit sur divers fronts, a ajouté l'armée, qui précise que l'accent sera porté sur le sauvetage des otages civils et sur la destruction de tous les camps et équipements terroristes. Selon Amnesty International, environ 2000 femmes ont été kidnappées depuis le début de l'année 2014 par le mouvement islamiste Boko Haram. Du Nigeria, nous allons nous rendre au Népal où les habitants des zones reculées de ce pays, touchés de plein fouet par le séisme qui a secoué samedi tous les pays, n'ont toujours pas reçu d'aide humanitaire alors qu'il manque de tout. Ce séisme a fait plus de 7000 morts et plus de 6000 blessés. Christelle Binan. Plus de 7000 morts et plus de 14 000 blessés, c'est le dernier bilan établi par le gouvernement népalais. Une semaine après le séisme de magnitude 7,8 qui a frappé une grande partie de Katmandou, la capitale, et les villages situés dans un rayon de 70 km. Selon le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Lakshmi Prasad, le Népal ne croit plus en la possibilité de retrouver des survivants dans les décombres 9 jours après le séisme. Les recherches se poursuivent ce week-end. Des milliers d'Européens qui se trouvaient dans la région de l'Everest et dans celle de l'Antang sont portés disparus. Le Quai d'Orsay confirme la mort de 3 Français et la disparition de 7 de ses ressortissants, tandis que 79 autres manquent à l'appel. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance déplore le manque d'abri et d'accès à l'eau potable qui pourrait compromettre la santé de milliers d'enfants. Selon un spécialiste de l'organisation, des mesures de prévention de maladies infectieuses devront être rapidement mises en place avant l'arrivée de la mousson. Et ce séisme a fait plus de 7000 morts et plus de 14 000 blessés. Cependant, un survivant népalais de 101 ans a été retrouvé sous les décombres. Il est tout simplement chanceux. L'organisation non gouvernementale Enel internationale et l'Alliance globale pour l'amélioration de la nutrition en collaboration avec le ministère de la Santé et de la lutte contre le VIH-Sida et le mouvement SAN ont organisé un symposium régional sur l'alimentation. Objectif, engager une discussion régionale sur les possibilités d'amélioration de l'alimentation chez l'enfant. 165 enfants souffrent de la malnutrition en Afrique, un chiffre alarmant qui pousse les nutritionnistes à la recherche de solutions durables. Une table ronde est donc organisée. Objectif, proposer aux États d'Afrique de l'Ouest une stratégie nouvelle pour une bonne alimentation des populations. Et nous travaillons donc en collaboration avec le gouvernement pour des activités
d'assistance directe des populations, par exemple dans le cadre de l'agriculture, pour la nutrition, et avec les soutiens, par exemple, des définitions des cadres normatifs sur la fortification industrielle des aliments, comme l'huile de palme, la farine de blé, et avec les secteurs privés et les ministères de l'Industrie pour la production d'aliments de compléments qui sont adaptés aux enfants de 6 à 23 mois. Plusieurs acteurs au développement sont impliqués dans la lutte contre la malnutrition. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, tous les États africains doivent conjuguer leurs efforts pour l'amélioration des régimes alimentaires des ménages. Il faut des efforts spécifiques de redistribution de cette production, mais aussi de redistribution des revenus au profit des plus vulnérables. Le plus grand défi actuel, c'est de transformer tous ces acquis en amélioration des conditions de vie, particulièrement des populations vivant dans les quartiers périurbains, mais aussi en milieu rural. L'accès au marché est un élément important, particulièrement aux plus pauvres. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence de la malnutrition est estimé à environ 30%. Une situation jugée critique par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. La maladie des reins longtemps dépistée chez les adultes existe chez les enfants. Elle cause plusieurs anomalies sanitaires chez l'enfant malade, notamment des troubles de la croissance. On en parle avec Souleymane Soumaoro et Sita Soro. L'insuffisance rénale, une maladie qui entraîne la dégradation des capacités des reins à filtrer le sang, est devenue un problème de santé publique en Côte d'Ivoire. Selon les autorités sanitaires, la prévalence hospitalière de l'insuffisance rénale varie entre 39 et 52%, avec un taux de mortalité de 39% dans le seul service de néphrologie du CHU de Yopougon. Si elle a longtemps été considérée comme une maladie qui ne s'attaque qu'aux adultes, l'insuffisance rénale n'épargne pas aujourd'hui les enfants. L'insuffisance rénale infantile, qui gagne du terrain en Côte d'Ivoire, peut causer chez l'enfant malade des troubles de la croissance, des bouleversements hormonaux, pour ne citer que ceux-là. Pour lutter contre cette maladie, une unité de néphrologie pédiatrique a été créée à l'initiative du professeur Adonis Laurence Kofi, avec le concours de parents d'enfants malades. Son but, éradiquer l'insuffisance rénale en Côte d'Ivoire, notamment chez les enfants. Le magazine de ce dimanche, justement, pour inviter le professeur Laurence Adonis Kofi, chef de service de pédiatrie médicale et directrice de l'unité de néphrologie pédiatrique du CHU de Yopougon. Et avec elle, nous allons parler de l'insuffisance rénale chez l'enfant. Professeur, merci d'avoir accepté notre invitation. L'insuffisance rénale se manifeste comment de façon générale et en particulier chez l'enfant? Alors merci Monsieur Assa. Avant de commencer à répondre à votre question, je voudrais vraiment vous remercier pour cette opportunité que vous me donnez de parler des maladies rénales de l'enfant qui sont vraiment méconnues de la population, mais également des praticiens. Il y a une véritable hantise de certains pédiatres qui ont peur de prendre en charge des enfants souffrant du rein. Alors pour revenir à votre question, l'insuffisance rénale se manifeste de façon peu spécifique et c'est ça le danger parce que les signes sont trompeurs et lorsque le patient ou l'enfant consulte à l'hôpital, c'est déjà au stade terminal. Alors puisque vous m'avez demandé les signes, il s'agit de signes trompeurs comme la fatigue, l'anémie. Alors il y a certains signes qui peuvent attirer un peu plus l'attention sur le rein, c'est lorsque le volume des urines diminue. On parle en jargon médical d'oligurie ou d'anurie. Il y a des enfants qui n'urinent plus pendant plusieurs jours, voire des semaines. Et ça attire l'attention sur le rein. Il peut y avoir également de l'hypertension qui est une conséquence de la maladie rénale, mais qui peut être également le facteur favorisant. Très bien, professeur. La manifestation est la même chez l'enfant que chez l'adulte? Alors, la manifestation, oui, les signes trompeurs sont aussi bien retrouvés chez l'adulte que chez l'enfant. Mais chez l'enfant, par exemple, en Côte d'Ivoire, la première maladie rénale chronique que nous enregistrons à l'unité de néphrologie pédiatrique est le syndrome néphrotique. Et le syndrome néphrotique se manifeste par des œdèmes. C'est un enfant qui enfle démesurément. Et là, ça alarme les parents qui viennent un peu plus tôt à l'hôpital avant le stade de complication.
vous avez parlé tout à l'heure de syndrome néphrotique. Le syndrome néphrotique. Alors, avant d'utiliser tous ces termes médicaux, scientifiques, alors, comment peut-on définir l'insuffisance rénale? Alors, très rapidement pour le commun du téléspectateur qui nous suit actuellement. Bien sûr, sans utiliser de mots du jargon médical, je pourrais dire que l'insuffisance rénale est un état pathologique, c'est-à-dire une maladie qui est conséquente de la perte des fonctions du rein. Alors pour cela, il faudrait peut-être comprendre à quoi sert le rein dans l'organisme, quelle est sa fonction. Le rein a des fonctions multiples, c'est vrai, mais peut-être que je vais m'arrêter sur les principales pour que justement la population comprenne un petit peu la définition de l'insuffisance rénale. La principale fonction du rein est une fonction de filtration de l'eau. Vous voyez que lorsque nous buvons de l'eau, nous avons de l'eau en excès, le rein excrète cette eau et l'élimine sous forme d'urine. C'est la principale fonction du rein. Mais le rein a également une fonction d'épuration des toxines. Nous mangeons, et les aliments sont transformés, on parle de catabolisme, et ces aliments se transforment en éléments toxiques pour l'organisme et qui ne sont pas compatibles avec la vie. Alors le rein a cette fonction d'épurer et d'excréter ces toxines. C'est la deuxième fonction. Le rein a aussi une fonction qu'on dit fonction endocrine. C'est tout simplement qu'il sécrète des hormones. Et la principale hormone sur laquelle je voudrais m'arrêter, c'est l'érythropoïétine O, appelée EPO, qui permet la fabrication des globules rouges, donc du sang. Le rein intervient dans la fabrication du sang. Et enfin, je dirais, pour m'arrêter là, des multiples fonctions, que le rein intervient également dans la régulation de la tension artérielle. Donc, vous voyez, l'insuffisance rénale, c'est un rein qui dysfonctionne, donc qui n'assure plus les fonctions d'élimination de l'eau, c'est un sujet qui peut enfler, et l'excès de l'eau peut entraîner l'hypertension artérielle. C'est un rein qui n'élimine plus les toxines, qui ne sont pas compatibles avec la vie, et dans ce cas-là, lorsque les toxines augmentent dans le sang, c'est sous forme donc d'urée et de créatinine que l'on dose pour faire le diagnostic de l'insuffisance rénale. À ce moment-là, la personne rentre progressivement en insuffisance rénale parce que le rein n'assure plus ses fonctions. Donc, quand le rein ou les reins ne fonctionnent plus, on dit que l'individu ou le sujet est insuffisant rénal. Exactement. Et il y a différents stades d'insuffisance rénale. Bien sûr, avant le stade terminal qui mérite et qui nécessite des mesures de suppléance, c'est-à-dire de la dialyse ou de la transplantation, il y a des stades d'insuffisance rénale dits légers, modérés et progressivement. Il est important aussi de faire la différence entre l'insuffisance rénale aiguë et l'insuffisance rénale chronique. L'insuffisance rénale aiguë survient au cours d'une maladie, de façon brusque, mais avec possibilité de réversibilité de cette perte de la fonction rénale. Donc, c'est quelqu'un qui peut retrouver toutes ses fonctions rénales. Que le rein redevienne normal. Le rein peut redevenir normal si la maladie est prise en charge rapidement, la maladie causale. Tandis que l'insuffisance rénale chronique, c'est l'instauration progressive mais irréversible des fonctions rénales. Voilà un petit peu les deux. Alors, professeur, comment prévenir cette maladie? Alors, dès que vous parlez de prévention, on est obligé de voir les différents niveaux de prévention. On a la prévention primaire, la prévention secondaire et la prévention tertiaire, sur laquelle je ne reviendrai pas parce que c'est le traitement de l'insuffisance rénale terminale. La prévention primaire, c'est toutes les mesures qui vont être mises en œuvre pour que le sujet ne soit pas exposé à des facteurs qui peuvent entraîner la maladie. Voyez, par exemple, un hypertendu, on prendra en charge correctement sa pression artérielle, on va l'équilibrer de sorte que la maladie ne se complique pas d'une insuffisance rénale. De même pour le diabétique ou pour le sujet drépanocytaire. Bien prendre en charge sa maladie. Chez l'enfant, traiter correctement les paludismes, les angines, c'est la prévention primaire pour que l'enfant ne développe pas de maladie rénale. La prévention secondaire, la personne a déjà une affection rénale, mais la prise en charge doit être précoce pour reculer le plus loin possible toute survenue d'insuffisance rénale terminale. Voilà. Alors, comment vous traitez cette maladie au niveau de l'enfant, ce qui est notre sujet aujourd'hui? Oui. Alors, au niveau de l'enfant, je disais bien qu'aujourd'hui, on parle plus de maladies rénales chroniques, que ce soit chez l'enfant que chez l'adulte. On ne parle pas seulement d'insuffisance rénale, parce que l'insuffisance rénale terminale, c'est la complication ultime. Et on parle de maladies rénales chroniques pour intervenir plus tôt sur le sujet, parce qu'il y a des maladies du rein qui sont justifiables de traitement et de guérison.
Et chez l'enfant, justement, notre première cause dont je parlais tout à l'heure, le syndrome néphrotique, est justifiable de traitement. 84% de nos enfants traités répondent favorablement et peuvent guérir. Donc, il y a des traitements. Concernant l'insuffisance rénale, selon les stades, il y a des traitements conservateurs, c'est-à-dire qu'on met tout en œuvre pour ne pas en arriver à l'insuffisance rénale terminale avec la dialyse ou la transplantation. C'est le traitement de ces maladies-là. Et enfin, en stade terminal, ce sont les traitements dits de suppléance, c'est-à-dire la dialyse péritonéale pour le tout petit, hémodialyse pour le plus grand et l'adulte, et éventuellement la transplantation. Alors, cette maladie est apparue quand en Côte d'Ivoire? Ou bien elle existe depuis longtemps? Alors, quand vous dites cette maladie, je reviens, la maladie rénale chronique comprend plusieurs types de maladies qu'on appelle des néphropathies. Alors, quand vous me posez la question de savoir quand est-ce que c'est apparu, je pense que ça existe depuis très longtemps, car mes maîtres ont déjà écrit, fait des publications sur les maladies rénales de l'enfant et ont pris ces enfants en charge. Mais dans la littérature, il était dit que les maladies rénales de l'enfant africain évoluaient rapidement vers les complications et le décès. Donc, c'était des enfants qui, à peine diagnostiqués, allaient décéder probablement au village. Mais voilà, de nos jours, on a un arsenal thérapeutique qui est beaucoup plus grand. On peut proposer de la dialyse aux enfants. Donc, ils grandissent et on se rend compte que cette maladie existe chez l'enfant et on a une impression de recrudescence. Mais la maladie existe. Et vous êtes basé au CHU de Yopougon. Est-ce que vous arrivez à traiter des cas et à guérir des enfants malades? Alors, je dirais oui, heureusement. Nous avons parlé de tout ce qui est maladie rénale en début de maladie. Et ça, c'est vraiment, j'en appelle à la population, aux parents, de se référer rapidement à des médecins lorsque les premiers signes apparaissent. Parce que lorsque l'enfant a une maladie rénale, je dis, dans le syndrome néphrotique, 84% répondent favorablement et peuvent guérir. Concernant l'insuffisance rénale, j'ai fait la part des choses tout à l'heure entre l'insuffisance rénale aiguë et l'insuffisance rénale chronique. Par exemple, un enfant peut faire un paludisme qui est mal géré ou qui se complique et il fait une insuffisance rénale aiguë. Lorsqu'on intervient rapidement sur ce paludisme et sur les mesures au niveau du rein, cet enfant peut retrouver totalement ses fonctions rénales. Nous les suivons ultérieurement, plusieurs mois après, et c'est des enfants qui récupèrent totalement la fonction de leur rein. C'est possible. Alors, professeur, nous sommes en Côte d'Ivoire, donc en Afrique, il existe la médecine traditionnelle. Vous avez dit que cette maladie existe depuis longtemps. Alors, naturellement, par le passé, lorsqu'on n'arrivait pas à traiter cette maladie ou le sujet était parti pour mourir, on avait recours à la médecine traditionnelle. Aujourd'hui, qu'en est-il? Alors, je ne serais pas honnête de m'engager sur la médecine traditionnelle à laquelle je n'ai pas été formée, mais c'est vrai que l'insuffisance rénale est une maladie chronique, donc qui fatigue les parents, qui est onéreuse et qui est vraiment une prise en charge, qui nécessite une prise en charge très longue. Donc, les parents se tournent certainement, on le voit, vers les tradipraticiens qui leur proposent des traitements peut-être plus accessibles, moins onéreux pour eux. Je ne pourrais pas m'engager sur l'efficacité de ce traitement, mais il y a certainement un champ de collaboration entre la médecine que nous appliquons et la médecine traditionnelle à développer. Par contre, j'aimerais le dire, et ça de façon certaine, une des causes les plus fréquentes d'insuffisance rénale aiguë chez l'enfant dans notre service, c'est l'administration de traitements traditionnels intempestifs et mal gérés chez l'enfant. C'est une cause d'insuffisance rénale aiguë chez l'enfant. Donc vous ne conseillez pas ce traitement? Je ne connais pas ce traitement et vu les insuffisants rénaux par traitement traditionnel, je déconseille au moment pour les tout-petits. Pas du tout à conseiller. Alors, est-ce que le personnel médical au niveau de la Côte d'Ivoire et peut-être même au niveau de la sous-région suffit-il pour traiter les enfants insuffisants rénaux? Alors, je dirais que ce personnel est assurément insuffisant. Nous sommes 3 néphropédiatres diplômés en Côte d'Ivoire, sur tout le territoire, voire dans la sous-région. 2 en néphrologie pédiatrique avec mon collaborateur, Dr Diarasouba, et 1 néphropédiatre chez les adultes. Donc, en termes de personnel médical, c'est véritablement insuffisant. Mais en termes de personnel infirmier, nous avons eu la chance d'avoir une formation de tout le personnel par un de nos partenaires américains l'année dernière. Justement, partenaire américain, vous êtes soutenu par les ONG et l'État du Côte d'Ivoire, je suppose. Alors, concernant les ONG et les partenaires, oui, l'unité a été créée par une collaboration entre une fondation de la place, que je remercie infiniment, le ministère de la Santé et l'Association des parents d'enfants malades du rein. C'est grâce à eux que nous existons. Et nous avons beaucoup de partenaires locaux qui nous accompagnent, et également étrangers, les Américains.
Concernant les autorités sanitaires, je voudrais m'arrêter pour les féliciter parce qu'il y a un gros effort qui a été fait concernant l'insuffisance rénale adulte, puisque aujourd'hui, les adultes ont une subvention au niveau de l'hémodialyse et il y a de nombreux centres qui sont construits à l'intérieur du pays. Malheureusement, ces progrès n'ont pas concerné l'enfant du fait que cette discipline n'était pas développée. Les autorités sont sensibilisées à nos besoins. Il y a des projets qui sont mis en route et vraiment nous en appelons à l'application rapide de ces projets pour permettre à nos enfants de vivre. Alors professeur, est-ce que la pratique du sport peut permettre d'éviter cette maladie? Absolument. Dernièrement, nous avons organisé les journées mondiales du rein. Vous aimez la boxe? La boxe, non, je ne sais pas le... Nous allons terminer avec cette information. Merci, professeur, d'avoir accepté notre invitation. Suivez cette information. Il s'agit de l'Américain Manny Mayweather qui a remporté sa 48e victoire au temps de combat en venant à bout au point hier samedi du Philippin Manny Pacquiao à Las Vegas lors d'un combat dit du siècle. Et c'est la fin de cette édition, également la fin de ce magazine. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Professeur, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir suivis à 20h pour d'autres informations.